Quartier de demain est annoncé en juin 2023 à Marseille par le président de la République, mais c'est le fruit d'un long processus, d'une série de réflexions et d'envies autour de la réinvention des quartiers populaires, des espaces publics et des bâtiments du XXe siècle qui méritaient qu'on leur insuffle un nouvel élan. Et on va voir comment tout ça a été conçu et s'est mis en place avec mes invités. Sandy Michelis, bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe chargée des activités hors Île-de-France chez Grand Paris Aménagement. Vous étiez également dans le premier cercle en tant que conseillère logement d'Emmanuel Macron à l'époque de la genèse du programme. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Éric Suzanne, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes sous-préfet de l'ODEV dans l'Hérault. Christine Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste, directrice de l'École nationale supérieure d'architecture Belleville à Paris. Vous étiez à l'origine du projet en tant que présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Merci beaucoup d'être avec nous. Et enfin, Stéphane Bredin, bonjour. Bonjour. Vous êtes préfet du Calvados. Merci beaucoup de votre présence. Vous et Éric Suzanne avez tous les deux été à l'origine du processus côté État dans le choix et la remontée des sites de projet. Alors, j'ai une question très vaste pour commencer. Comment est-ce que Quartier de demain est né ? Qui veut se lancer là-dessus ? Allez, Sandy. Je pense que je peux me lancer puisqu'effectivement, j'étais présente en fait. C'est vrai, vous étiez là. Quand, vous avez vu. Quand on a lancé le... En fait, il s'est fait dans le plan Quartier 2030 en fait, qui a été inscrit après dans le comité interministériel des villes. Et donc, on était en fait avec le président de la République et la première ministre et ses ministres. Et on échangeait de manière plus globale en fait sur Quartier 2030. Donc, sur tous les sujets de politique publique, éducation, intérieur, sécurité, etc. Et puis, on a abordé aussi le sujet de l'architecture et plus globalement de la culture. Et le président nous a indiqué qu'il voulait du beau dans les quartiers. Voilà. C'était notre lettre de mission et la mienne. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé la réflexion sur ce concours, parce qu'effectivement, il avait quelques idées en tête déjà. C'était une vraie intuition. Il voulait du beau dans les quartiers et il voulait une sorte de concours assez emblématique dans ces quartiers pour redonner du beau dans les yeux des habitants. Et donc, c'était quoi les premières étapes pour vous une fois que ça s'était posé sur la table, une fois que vous aviez cette première lettre de mission ? Une fois que c'était posé, on s'est retrouvés avec les représentants des ministères et certains acteurs, dont Christine qui est à mes côtés. Et la première réunion qu'on a faite, c'était effectivement pour parler du beau et se demander qu'est-ce qu'était le beau en fait dans les quartiers et comment on pouvait matérialiser ça auprès des habitants et au travers d'un concours. Alors initialement, effectivement, le président de la République nous avait demandé d'organiser un concours international d'architectes et puis au fur et à mesure, en échangeant avec tous les acteurs, on a réussi en fait à lui proposer quelque chose de plus concret et déjà de se dire que cette notion du beau, elle se voyait aussi à travers les yeux des habitants. Et donc, il était essentiel dans cette démarche d'associer de manière très resserrée en fait la population des territoires qu'on allait sélectionner. Et puis, on avait aussi on s'était aussi imposé, je dirais, d'autres critères, de transition écologique, bien entendu, de reconstruire la ville sur la ville. Et puis, effectivement, de faire travailler ensemble des équipes pluridisciplinaires. Et non pas seulement des architectes, mais aussi des urbanistes, des paysagistes et d'autres acteurs qui devaient travailler en équipe. Et après, assez rapidement, on en reparlera après, quand on a confié en fait cette mission au JPPO, assez naturellement, on est parti après sur un dialogue compétitif, mais on pourra en reparler par la suite. Christine Lecomte, vous vous souvenez donc de ces premiers temps de Quartier de demain où vous étiez à l'époque, donc je disais, vous dirigiez l'ordre des architectes. Comment vous l'avez reçue cette idée ? Déjà, quand un président de la République s'intéresse à la question de la ville et de l'architecture, il ne faut surtout pas dire non, puisque ça arrive quand même rarement, on va dire. Et que là, on avait quelqu'un qui, en plus, s'intéressait au volet de justice sociale lié à l'urbanisme. C'est-à-dire que ce n'était pas un concours d'architectes et de grands bâtiments. C'était la volonté que l'architecture était pour tous, partout, dans un temps où effectivement les enjeux de transition sociale et écologique sont très forts sur les questions de biodiversité, de transformation du bâti, de dérèglement climatique, de lien aussi entre les usages des bâtiments et comment vit la population. Et donc en fait, de manière assez spontanée, on a accueilli de manière forte l'idée du président qui résonnait beaucoup avec le plaidoyer de l'Ordre des architectes sur toutes ces questions-là et qui faisait aussi lien avec ces questions de dire que la transition écologique ne pouvait pas
se faire sans les habitants des quartiers. Et donc à partir de là, effectivement, le dialogue a été instauré de manière totalement simple, à l'écoute, et il y avait une grande liberté de proposer des choses. Je sais qu'on a beaucoup discuté par exemple sur le fait de savoir si on parlait d'architecture ou un peu plus grand territoire. Il y avait l'idée aussi d'une démocratie culturelle pour pas être que dans des territoires très urbains, mais également d'aller voir d'autres quartiers politiques de la ville, d'aller aussi là où peut-être que pour la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les clients, les décideurs, les élus, c'était difficile d'avoir une notion de comment est-ce qu'on expérimente. C'était un peu tout ça qui venait, et je crois qu'en fait ça a été difficile parce qu'il faut poser tout le monde autour d'une table, mais il y a eu une écoute assez forte du président. Je crois qu'il a bien compris les choses. Moi, j'ai été très frappée de la façon dont il en a parlé à Marseille, parce que vraiment, il y a un enjeu d'aller se poser sur l'avenir de quartiers où parfois on a tendance à dire c'est parce que c'est pas beau que ça ne fonctionne pas, alors qu'en fait, derrière, on a des bâtiments qui ont vécu des vies où des habitants ont eu leurs enfants, donc il y a des histoires sociales, et donc c'était un peu aussi l'idée de dire, voilà, on va s'intéresser aux histoires de tous ces habitants, et on va partir de ça pour construire et imaginer et expérimenter aussi sur des enjeux qui sont des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Canicule, le coût trop cher du chauffage, les enjeux aussi d'usage en pied de bâtiment, les questions de biodiversité, de déplacement et de confort de vie et aussi de qualité d'habitat. Et je crois que c'était un peu un challenge assez fou. Stéphane Bredin, Éric Suzanne, vous avez participé, on l'a dit l'un et l'autre, à justement la remontée, à la sélection de ces différents quartiers. Comment elle s'est passée, cette sélection ? Comment est-ce que vous avez fait ces choix ? Comment vous avez participé à ces choix ? Éric Suzanne. Je tiens à dire d'abord que l'architecture est pas un sujet rural. Plutôt pas. Je vis dans un territoire qui est un véritable désert architectural. Et l'idée qu'on puisse insuffler une pensée architecturale dans des territoires compliqués, QPV ou pas d'ailleurs, me ravissait. Que ne l'a-t-on fait plus tôt ? La remontée, je ne me suis pas occupé de la remontée des autres. J'ai eu à faire remonter mon projet avec la maire de l'Odève. Et c'est un travail comme on le fait toujours. Rapidement, on va droit à l'essentiel, on travaille dans l'urgence. On accompagne les élus, c'est le fait du corps préfectoral. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. Ça s'est fait pendant le week-end et on était prêts au bon moment. C'est toujours comme ça et c'est comme ça que ça marche. Stéphane Bredin, à Caen ? Sur Caen, je dirais que ça relevait un peu de l'évidence dès lors qu'on s'est tourné vers les acteurs. Alors, au début, l'idée était assez vague. C'était, il y a un appel à projet, c'est assez excitant. Pour ceux qui ont travaillé sur la politique de la ville, c'était mon cas. Par le passé, c'est un sujet ancien, ancré dans la réflexion sur Caen. Caen, c'est en partie une ville de la reconstruction. Il y a ces grands ensembles des années 60, 70, dont le quartier de la Grâce de Dieu est un exemple. Et puis, il y a eu une réflexion dès les années 80 des restructurations qui avait été conduite. Le programme de rénovation urbaine dans le courant des années 2000, dont le quartier de la Grâce de Dieu avait profité. Donc, il y avait déjà plein d'idées et toute une histoire du renouvellement urbain dans cette ville, donc des gens qui s'intéressent à ces questions. Et puis, ce quartier de la Grâce de Dieu qui avait bénéficié du PRU il y a moins d'une vingtaine d'années, qui a été déjà profondément repensé, renouvelé dans ses usages. La révis du tram aussi, il y a une vingtaine d'années, qui avait transformé la question de l'accessibilité, évidemment, à la ville. Il y avait cette barre Langevin. Alors maintenant, c'est super Langevin. On l'a eu la présentation là tout à l'heure des lauréats. Mais il y avait cette barre Langevin qui était restée à part dans le nord-est du quartier, qui n'avait pas bénéficié du même effort il y a 20 ans. Sur l'avenir duquel on s'était collectivement, il y a la continuité de l'État, mais il y a une partie des acteurs qui, eux, étaient restés, s'étaient collectivement interrogés dans un passé récent. En 2021, on avait renoncé à l'idée d'une démolition. Donc il y avait une rupture par rapport un peu au geste de la rénovation urbaine, comme on le retrouve aujourd'hui encore à Lisieux. Le PNRU2 à Lisieux, c'est quand même beaucoup de démolitions.
Et là, c'était un peu l'idée de se dire, c'est l'occasion ou jamais de mettre plein de têtes intelligentes qui vont nous apporter des idées différentes de simplement comment est-ce qu'on peut restructurer cette barre de 8 étages, 107 logements, qui est certes iconique, emblématique du quartier. C'est pour ça qu'elle n'a pas été démolie, mais sur laquelle on n'avait pas d'idées très, très arrêtées. Et du coup, quand on se retrouve avec 42 manifestations d'intérêt, trois équipes qui réfléchissent pendant près de 8 mois sur la barre, ça crée une dynamique qu'on a évoquée ce matin, qui a été vraiment très, très forte. Après, on va sans doute y revenir en détail, mais voilà comment ça s'est fait. Voilà. Il y avait l'évidence d'un besoin et le sentiment que ça pouvait nous aider, cette dynamique, à avoir de meilleures idées que celles qu'on avait vaguement conçues localement. Oui, justement, on en vient à cette idée de la méthodologie, de la méthode qui a été choisie pour Quartier de demain, Sandy Michelis, cette idée de dialogue compétitif, de lancer comme ça ces discussions à grande échelle. Comment ça s'est décidé, ce processus, ce choix de processus ? Alors, ça s'est décidé en collectif, puisque effectivement, assez naturellement, en fait, on a confié cette mission au JPPO, et donc qui a la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de la Transition écologique et de l'Aménagement du Logement. Donc c'était parfait, en fait. Donc ils avaient quand même une très forte expertise sur ces sujets-là. Et en fait, on a fait les comités de pilotage à l'Élysée, au regard de l'importance, en fait, qui était donnée au sujet, ce qui m'a permis, moi aussi, en fait, finalement, de pouvoir mobiliser beaucoup de monde autour de la table et beaucoup de matière grise pour savoir comment on allait effectivement dérouler ce projet. Et de manière assez naturelle, finalement, au fil des réunions avec tous les partenaires, les ministères et le Conseil national de l'Ordre des architectes, on s'est dit qu'effectivement le dialogue compétitif était certainement la méthode la plus adaptée par rapport à toutes les exigences que nous avions portées en fait sur ce projet. Et on souhaitait effectivement, comme c'était l'État qui rémunérait aussi, c'était aussi l'enjeu de pouvoir être force d'impulsion. On a beaucoup justement échangé avec Christine sur ce sujet-là pour savoir comment faire travailler ces équipes, comment être juste aussi sur la rémunération, sur le temps de travail, parce que c'est un engagement, et Christine pourra en parler, mais très fort en fait pour ces équipes, et comment on pouvait justement créer une très forte émulation en fait au sein de ces territoires. Voilà. Et on pourra le dire après, je pense que ça a été très apprécié sur les territoires. Mais voilà comment c'est arrivé. Et en fait, de manière très transparente, au départ, on avait plusieurs scénarios. Même sur le projet, sur la genèse du projet. Et puis, c'est le président de la République qui a tranché. Voilà, j'allais dire tout simplement. Et puis, il y a quelque chose aussi dans l'exigence que j'ai omis de rappeler tout à l'heure, c'est qu'on voulait capitaliser aussi sur ces projets et en faire des démonstrateurs potentiellement duplicables. Ça, c'était aussi à l'initiative du projet de se dire... sans critiquer potentiellement ce qui a été fait avant, mais sur le geste architectural, sur le beau, etc. Ça peut être des grandes œuvres, des choses très jolies, mais nous, on voulait quelque chose en fait qui soit duplicable dans les territoires. Voilà, qu'on travaille aussi pour les autres et que ça puisse aussi servir aux autres territoires et pas seulement aux 10. Pourquoi on a sélectionné 10 ? On avait aussi des contraintes budgétaires, matérielles aussi, parce que c'est très long et chronophage d'organiser un tel concours, et puis aussi de mobilisation, parce que comme monsieur le sous-préfet l'a indiqué, bien évidemment, on a fait ça avec des délais très contraints, et on a sollicité un petit peu de manière... On a donné peu de délais au territoire, aux préfets et aux collectivités, parce qu'il ne faut pas les oublier, parce que l'intention aussi dans ces projets, c'était vraiment qu'il y ait un alignement entre les collectivités et les services de l'État. Pour que le projet fonctionne, il fallait que tout le monde soit aligné, soit volontariste, et envie de travailler ensemble. Donc on avait quand même, dès le départ, il fallait déjà que les projets soient un peu mûrs pour pouvoir se lancer en aventure. Ça demandait effectivement, Christine Lecomte, un investissement très fort de la part des équipes impliquées dans la consultation, qui se sont vraiment investies sur les terrains sur lesquels ils ont été travaillés. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il faut regarder aussi comment la façon de construire a évolué, c'est-à-dire que
on était là en train de se dire aussi, on n'est pas dans de la construction neuve, on part d'une matière qu'on va transformer en plus avec les habitants. Le fameux déjà là, mais qui demande aussi un changement un peu de vision de ce que c'est que la mission d'études. On n'intervient pas, c'est comme un chirurgien, on n'intervient pas pareil sur une personne âgée et sur une personne jeune. On a besoin de diagnostiquer, on a besoin de passer du temps à comprendre les stigmates, etc., à comprendre aussi le potentiel, les enjeux. Et tout ça, en fait, ça nous a demandé d'échanger pour justement trouver une juste rémunération qui corresponde au travail effectué. Et je pense que de ce côté-là, on a quand même été entendu globalement, parce que c'est un nouveau mode de faire. On n'arrive pas sur une page blanche en disant on va construire comme ça ou comme ci. Non, là, on doit tout reprendre, parce que même dans le chantier, il y aura aussi des choses à voir. Donc, en fait, ça remettait ça déjà en position. Et quand il y a eu cette confiance qui s'est installée, après, effectivement, les équipes ont beaucoup travaillé, parce que derrière, cette façon de rendre les choses duplicable est extrêmement importante, parce qu'on a aujourd'hui besoin de construire des filières de matériaux, des filières de réemploi, des façons de construire des modèles économiques pour repenser la réhabilitation, la transformation des quartiers, qu'on n'a pas forcément. Et donc, en fait, cette expérimentation, elle va aussi nous donner des billes, des clés pour pouvoir construire ces nouveaux modèles qui sont beaucoup plus loin de la ville facile et qui s'intègrent en fait dans un système beaucoup plus complexe aujourd'hui. Mais voilà, c'est nécessaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on réemploie, et derrière, c'est quelle assurance, comment on stocke, comment est-ce qu'on a aussi les entreprises qui savent faire. Et tout ça, c'est des choses que Quartier Demain va nous apporter, va nous permettre aussi d'expertiser et peut-être après de mieux commander aux acteurs de la filière. Éric Suzanne, on est 1 an après le début opérationnel, on va dire, de Quartier de Demain. Quel premier bilan vous tirez du côté de l'ODEV de cette expérience qu'est Quartier de Demain ? La première des choses, c'est que pendant 1 an, un petit peu moins d'1 an, on a eu la chance à l'ODEV d'avoir les meilleurs. Objectivement, on les avait choisis. Hein. Il y a eu une compétition, 34 agences qui se sont présentées. On les a choisis, 3. Et c'était quasi à l'unanimité, c'était presque évident. Ce qui veut dire qu'on a eu les meilleurs pour l'ODEV. En gros, les meilleurs pour les plus pauvres. Pas si fréquent que ça. Moi, je ne l'avais jamais vu. Rien que ça mérite le respect. Et ça nous forçait à être nous-mêmes service de l'État, service déconcentré, service décentralisé, la commune, au niveau, en termes de compréhension des sujets, en termes de facilitation, en termes d'échange. Donc je pense qu'on a beaucoup appris sur nous-mêmes. Eux-mêmes ont beaucoup appris. Et puis j'ajoute que le décentrement opéré par la venue de 2 étrangers sur 3 de Catalogne, donc d'Espagne, pour leur présenter un QPV qui plus est en ruralité, on n'était même pas dans une traduction. Hein. Le Cantalien, lui aussi, a du tout trouvé. Hein. Donc non, passionnant, et puis sans se payer de mots, quand l'exigence devient une forme de respect. Voilà, c'est ça. Stéphane Bourdin, ça ne fait que commencer cette histoire de Quartier de Demain. On n'en est quasiment qu'au début finalement. Oui, d'ailleurs c'était une crainte des élus et des acteurs. C'était sur quoi ça va déboucher, comment est-ce qu'on sécurise ensuite le financement des travaux. Parce que c'est pas la rénovation urbaine classique portée par l'ANRU qui apporte un budget, avec un effet de levier considérable, donc y compris aussi sur le financement de la phase travaux, il a fallu qu'on soit innovant. On est sur une barre existante qu'on restructure largement, donc il a fallu remonter là aussi, déconventionner pour pouvoir reconventionner, se redonner la visibilité en termes d'accompagnement du bailleur sur la durée, avec la réouverture de certaines dispositions intéressantes fiscalement, l'exonération de TFPB, etc. sur une durée longue. Mobiliser plusieurs acteurs, l'établissement public foncier de Normandie, parce que il y a des éléments sur lesquels ils pouvaient intervenir, notamment sur le curage des amiantages de la barre, et pas simplement dire aux bailleurs social, au maître d'ouvrage, à quand la maire Habitat, bon voilà, on vous met une idée sur la table, maintenant débrouillez-vous. Donc, l'accompagnement des services de l'État et des partenaires, des opérateurs, il se poursuit.
premièrement. Et deuxièmement, vous dites ça commence, mais ça a créé du coup une attente forte parce que la participation des habitants, bon, c'est pas du tout je dis pas que... Il ne faut pas se méprendre dans ce que je veux dire, mais évidemment, quand on a fait de la politique de la ville dans la durée, on sait très bien que c'est un axe de réflexion depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on fait participer les habitants ? Donc, c'est pas sur ce point et sur le concept qu'on est disruptif, mais sur la manière dont on a associé les habitants depuis le début. Dès la conception, c'est-à-dire la phase diagnostique a été assez longue, puis le travail sur les scénarios à l'été, dans la présentation des projets et finalement la sélection du projet final, on a vraiment, véritablement impliqué les conseils, les jurys citoyens. Et donc évidemment, ça crée une attente forte de la part des habitants du quartier. Il y a une forme de promesse qu'on leur fait. Et en tout cas, il y a un essai qu'on doit maintenant transformer de manière collective, en étant aussi bon dans la réalisation du projet qu'on l'a été collectivement dans sa conception. Ça fait un très beau mot de la fin. Merci à tous les quatre d'être venus partager un petit peu de cette expérience inédite et très étonnante de Quartier de demain. Et merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille dans ses murs. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre.